Bonsoir à tous. En Éthiopie, le Tigré, région située au nord du pays de 6 millions d'habitants, est depuis 4 mois le théâtre d'un conflit qui se joue à huis clos entre l'armée éthiopienne, appuyée par l'armée érythréenne, et les rebelles du Front populaire de libération des peuples du Tigré. Massacres de civils, viols collectifs, pillages visant notamment des églises, l'ONU va enquêter sur de possibles crimes de guerre et contre l'humanité commis par l'armée érythréenne. On va en parler dans un instant avec notre invité Benoît Karadjé, chargé de mission pour l'œuvre d'Orient en Éthiopie. Mais tout d'abord, quelques repères. L'Éthiopie est un pays de la Corne de l'Afrique. Il partage ses frontières avec l'Érythrée, Djibouti, la Somalie, le Kenya et le Soudan. Sa capitale est Addis Abeba. Sa population est d'environ 108 millions d'habitants. Les chrétiens y sont majoritaires, autour de 63%, suivis des musulmans, 34%, et des animistes, 2,5%, avec 0,5% pour les autres religions. La situation humanitaire provoquée par ce conflit au Tigré est très critique. Il y a environ 900 000 déplacés en Éthiopie et 70 000 Éthiopiens ont trouvé refuge au Soudan voisin. L'urgence est alimentaire, 3 à 4 millions de personnes souffrant de la faim et 60% des structures de soins ne sont plus opérationnelles, ayant été pillées et détruites. Benoît Karadjé, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau pour nous aider à mieux comprendre avec vous la situation sur place. On va peut-être d'abord avoir une première approche de cette région du Tigré finalement assez méconnue. Dites-nous, quelle est son origine historique ? Alors le Tigré en fait représente donc la bande qui est tout au nord de l'Éthiopie, donc c'est 6 millions d'habitants et c'est un peu on va dire l'origine de l'Éthiopie. Et si on remonte très longtemps, donc à partir du IIe siècle après Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle, vous avez eu le royaume d'Aksum, qui était à l'époque une des 4 ou 5 grandes puissances au monde. Et le royaume d'Aksum, avec sa capitale Aksum, dont on parlera après, et a été donc le deuxième État au monde à être converti. Et le deuxième État, donc le premier étant l'Arménie, et après donc le royaume d'Aksum, qui est devenu l'Éthiopie, donc est devenu donc un État chrétien, et c'est donc la chrétienté qui s'y est installée. Et cette religion, qui est une religion, donc on dit Tewado, donc orthodoxe, s'est développée jusqu'à aujourd'hui, et on y a vu la présence catholique uniquement à partir du XVIe, XVIIe siècle, mais sans grand succès. Et c'est vraiment au XIXe siècle que les catholiques sont également revenus par cette région, pour faire développer donc l'Église catholique d'éthiopienne qui existe aujourd'hui. Donc le berceau du christianisme éthiopien. On va évoquer tout de suite ce conflit qui secoue le Tigré. On en voit très peu d'images. C'est compliqué d'avoir des informations. Dites-nous tout d'abord quelles sont ces racines de ce conflit. Alors, si vous voulez bien, donc je vais faire un petit peu un retour en arrière pour mieux comprendre ce conflit au Tigré. Je crois il faut reprendre très rapidement l'histoire de l'Éthiopie, donc ces 40 dernières années. Et donc on démarre en 1974, donc c'est la chute de l'empereur Haïlé Sélassié et le début d'un régime communiste qui s'installe sous la direction du colonel Mengistu et qui va durer grosso modo de 1974 à 1991. Et rapidement, donc, sous le régime communiste, dont on avait beaucoup parlé à l'époque, avec toutes les atrocités qui ont eu lieu, donc il y a une opposition armée qui commence à s'organiser. Et ceux qui démarrent et sont un peu à l'instigation de cette opposition armée, ce sont les Tigrins, donc avec le Front de libération du Tigré. Ils se coordonnent à ce moment-là avec les Érythréens, donc le Front de libération de l'Érythrée, car à cette époque, l'Érythrée est partie intégrante de l'Éthiopie. Voilà. Et les Tigréens vont également faire rentrer donc des forces armées, des milices qui viennent un peu d'autres régions de l'Éthiopie. Et ainsi se forme une coalition armée qui s'attaque au régime communiste et en 1991, le régime communiste est défait. À ce moment-là, cette coalition, qui était une coalition militaire, donc de révolte contre les communistes, va se transformer donc en entité politique, une coalition politique, qui va s'appeler donc le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, et qui sera de fait dirigé par les Tigréens. Les Tigréens sont à l'origine donc donc ils sont débarrassés des communistes, et c'est eux qui en fait vont contrôler cette coalition.
Et du coup, quand en 1995, la nouvelle constitution de l'Éthiopie est mise en place. Donc c'est un régime fédéral qui se met en place avec un pouvoir central à Addis Abeba, mais 9 États et 86 ethnies qui sont reconnues officiellement. Donc c'est vraiment un régime fédéral au sens strict du terme. Oui. Et la coalition donc, est au pouvoir, toujours ce FDR-PRE, et qui est au pouvoir encore aujourd'hui officiellement, et donc va être dirigée de fait par les Tigréens. D'accord. Et les Tigréens, bien que représentant donc 6% de la population, vont de fait diriger tout ce pays. Et ils vont prendre des postes importants, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de l'administration, et y compris dans l'industrie, dans toute l'industrie des métaux en particulier. Donc, le grand leader, donc c'est Zenawi, qui a été le leader du Front de libération du Tigré, qui est Premier ministre donc, de l'Éthiopie, jusqu'en 2012, qui est la date de son décès. Un autre Tigréen va le remplacer. Mais à partir de 2016, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les autres régions commencent un peu à en avoir marre des Tigréens, qui ont trusté les principaux postes. Et donc, il y a des émeutes, des manifestations, des violences. Il y a l'état d'urgence qui est décrété pendant de nombreux mois. Et cette même coalition, donc, finalement, d'abord, il y a le Premier ministre démissionne en 2018, et cette même coalition va nommer un nouveau Premier ministre, qui sera Abiy Ahmed. Et donc, c'est cette coalition, qui avait auparavant dirigée par un Tigréen, qui devient maintenant, de fait, dirigée par quelqu'un de la région Oromo, Abiy Ahmed, de mère orthodoxe, de père musulman, et Abiy Ahmed, nommé Premier ministre en 2018, et assez rapidement, donc, un certain nombre de postes de responsabilité qui étaient tenus par des Tigréens. Finalement, ces postes sont remplacés, les titulaires deviennent des gens qui ne sont pas Tigréens. Petit à petit, alors que Abiy Ahmed a été nommé à l'unanimité, il est allé à Mekele, donc la capitale du Tigré, il a été applaudi, etc. Mais bon, petit à petit, les Tigréens se méfient d'Abiy Ahmed et commencent à se poser des questions sur leur propre autonomie, sur même leur propre sécurité. Et s'enchaîne toute une séquence d'incompréhension qui vont, chaque fois, ça va monter en pression. Une des premières, ça va être Abiy Ahmed qui décide de reporter les élections législatives qui étaient prévues en 2020. C'est ça un peu le déclencheur, non? Ça a été un élément déclencheur, absolument. Les Tigréens refusent d'accepter ce report et à partir de là, contestent la légitimité d'Abiy Ahmed en tant que Premier ministre. Et les Tigréens vont même au-delà, ils organisent leurs propres élections au sein du Tigré, qui a lieu donc en 2020. Derrière, Abiy Ahmed va plus loin, et la coalition qui existait sous forme de FDR-PAE, finalement, il le transforme en parti politique de l'Éthiopie, qui s'appelle le Parti de la Prospérité. Donc la tension monte entre les Tigréens et le pouvoir central, avec à la fin, je veux dire, la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase, et qui est au mois d'octobre, quand les Tigréens ont pris possession de bases militaires de l'armée fédérale. Voilà. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'armée fédérale est en majorité, en grande partie donc au Tigré, puisque l'ennemi traditionnel c'était l'Érythrée, et les Tigréens prennent possession de bases militaires avec des meurtres, et donc c'est la goutte d'eau, et Abiy Ahmed décide d'intervenir et d'envahir le Tigré. Mais derrière cela, ça ce sont des faits, c'est la chronologie. Mais il y a en plus, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a sûrement une différence de vue dans la vision de l'Éthiopie. Les Tigréens, quand ils ont créé cette coalition au départ, donc en 93-94, ils ont eu une vision d'un régime fédéral. Comme on disait tout à l'heure, 10 États, 86 tribus ethniques qui sont reconnues. Avec une reconnaissance. Et qui va même jusqu'au pouvoir pour une région, un État, de faire sécession. Et c'est ainsi que l'Érythrée, qu'en 93 était intégrée complètement dans l'Éthiopie. Et en 93-94, l'Érythrée décide, d'un commun accord avec les autres, d'être indépendant. Et donc, il y a cette vision très fédéraliste qui est très importante pour les Tigréens. De l'autre côté, vous avez Abiy Ahmed, Premier ministre. Lui, il a une vision plus, que je résumerai en disant « Ethiopia first ». C'est d'abord l'Éthiopie qui compte. Et bien sûr, les régions sont importantes, mais c'est d'abord la vision de l'Éthiopie. Et pour lui, la souveraineté, elle est davantage dans le pouvoir central que dans les régions. C'est ça, finalement, dans le fond, la nature même de ce conflit, ce sont des visions qui sont différentes, qui s'affrontent, des questions qui ne sont pas réglées, des questions ethniques aussi. Alors, c'est sûrement cette différence d'approche, de vision est sûrement une des origines principales de ce conflit.
Et une autre est sûrement que les Tigréens, au bout d'un moment, courant 2018-2019, ont eu peur un peu de cette vision d'Abiy Ahmed, et en se disant ça va se retourner contre nous. Nous, Tigréens, c'est vrai que les Tigréens, veut dire, quand vous visitez le Tigré, c'est quand même, ça paraît relativement un peu plus développé que d'autres régions d'Éthiopie, et donc il y a de l'industrie, etc. Et donc je crois qu'il y a eu une peur également, ce qui se dit de la part des Tigréens, d'être dépossédés un peu d'un certain nombre de choses. Et finalement, de perdre leur, ce qui fait, je veux dire, leur autonomie et, je vais dire, presque leur culture. Et c'est M. Debretsion, qui est le leader tigréen, donc qui actuellement est dans les forêts recherché par le pouvoir d'Addis Abeba. Et M. Debretsion, en novembre, il a dit en anglais, It's our right to defend the self-determination. C'est notre droit de défendre ce droit à notre autonomie. Alors après, effectivement, cet éclairage, on va essayer de comprendre ce que vit la population sur place. Comme je le disais, impossible d'avoir des informations précises, même si on a quelques échos. On ne sait pas combien il y a de victimes. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les souffrances subies par les Tigréens ? Alors, sur les souffrances, il y a la première chose qu'il faut mentionner, vous l'avez rappelé au tout début, je veux dire, c'est quand même les massacres, tous les massacres qui sont passés, indépendamment bien sûr de toutes les victimes qui ont eu lieu pendant les combats. À côté de ça, il y a eu quand même des massacres délibérés de civils. Alors, ce qu'on peut citer, je veux dire, les témoignages arrivent, et donc on peut en citer quand même deux principaux. Donc, celui de Meikadra, qui est une localité tout à fait au nord-ouest du Tigré, proche du Soudan, et où là, il y a eu début novembre, donc en effet des combats entre des milices tigréennes et également des milices Amhara. L'Amhara est une région qui est juste en dessous du Tigré, et il y a toujours eu des conflits, principalement d'origine frontalière, entre la région Amhara et la région Tigré. Et donc il y a ces combats, et derrière, il y a eu à peu près 600 à 700 civils qui ont été massacrés de manière délibérée. Est-ce que c'est les Tigréens? Est-ce que c'est les milices de la région Amhara? Personne ne sait, il y a des témoignages un peu dans les deux sens. Le deuxième exemple, donc, c'est Aksum, dont on parlait tout à l'heure, donc au lieu de l'histoire éthiopienne, et au lieu dans lequel il y a, selon la légende, mais pour les Éthiopiens, ce n'est pas une légende, je veux dire, vous avez l'arche de Sion qui est au sein de l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum. Donc c'est quelque chose de très très fort d'un point de vue culturel, même religieux, donc pour les Éthiopiens, et ça fait partie vraiment de l'épopée éthiopienne. Et là, les troupes érythréennes sont intervenues au mois de novembre. Elles sont intervenues. Il y a eu des combats avec des milices tigréennes. Et à la suite de ça, donc, apparemment, d'après les témoignages, donc, les Érythréens ont assassiné entre 700 et 800 personnes à Aksum. Et justement, le HCR va pouvoir mener une enquête sur de possibles... Et suite, en effet, à tous ces massacres, qui sont absolument odieux, l'ONU, donc Madame Bachelet, donc la haut-commissaire aux droits de l'homme, vient de confirmer il y a quelques jours qu'elle va mener, en liaison avec l'Éthiopie, donc toute une commission, elle va mener toute une enquête sur place. Alors, en tout cas, depuis novembre, les populations de la région du Tigré fuient le conflit, affluent dans des camps déjà surpeuplés. 70 000 réfugiés éthiopiens ont passé la frontière et se sont installés au Soudan, et 900 000 déplacés ont fui leur village pour trouver refuge provisoirement dans une autre région d'Éthiopie. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes pour toutes ces populations et pour celles qui sont restées au Tigré. Pourtant, les besoins sont immenses, comme l'ont constaté sur place les équipes du JRS, le service jésuite des réfugiés. On fait le point avec André Atsou, directeur régional du JRS. Distribution des vivres, c'est vraiment très urgent. Accès à l'eau potable, c'est aussi urgent. Accès à la santé, parce qu'il y a aussi des constats qui ont été faits que la plupart des dispensaires ne fonctionnent pas. Et quand je dis tous ces besoins, je parle et pour la communauté haute et pour la communauté des déplacés, que ce soit interne ou les réfugiés. Il y a aussi aspect abri pour les déplacés internes parce qu'ils sont venus, ils n'ont pas vraiment d'abri vraiment bien établi. Donc, c'est aussi un grand besoin qui se pose. Nous devons aussi voir les besoins psychosociaux
accompagner ces réfugiés, ces déplacés internes. Il y a les enfants ou bien les mineurs non accompagnés, les enfants qui n'ont pas de parents, voir comment leur donner la protection. Donc, tous ces besoins sont là et vraiment, c'est vraiment accablant et c'est urgent. Et puis il y a aussi ces dizaines de milliers, environ 100 000 réfugiés érythréens aussi qui se retrouvent dans l'Éthiopie, dans cette région-là. Certains sont aussi rapatriés de force en Érythrée par l'armée. Absolument. Certains, donc, il y avait 4 camps de réfugiés érythréens et 2 donc, ont été repris, entre guillemets, par l'armée érythréenne et qui a embarqué donc, un certain nombre de ces réfugiés de force pour les ramener en Érythrée. Alors il y a des lieux pillés, on en avait parlé dans une précédente édition, des églises, des presbytères qui ont été détruits. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ce que ça donne, en particulier pour l'Église? Alors, les témoignages que nous avons, donc, qui viennent de religieux, il y a quand même quelques religieux et religieuses qui ont pu rentrer au Tigré, aller voir les congrégations qu'elles ont, les communautés qu'elles ont sur place, et donc toutes en fait font le même constat. C'est qu'en effet, de nombreux bâtiments, donc ça peut être des écoles, ça peut être des dispensaires, des églises qui sont soit endommagées ou détruites par les combats. Deuxième point, le pillage a été énorme, et principalement donc, venant d'Érythréens. Et par exemple, des dispensaires qui ont été complètement... Il n'y a plus rien dans le dispensaire, que ce soit le matériel ou les médicaments. Des usines complètes, y compris des usines flambant neuves dans la région d'Adigrat, ont été complètement pillées, il n'y a plus rien. Donc voilà, deuxième aspect, donc, le pillage qui a été partout. Troisième aspect, donc on a dit donc au niveau humain, donc des viols qui ont été faits, tout le monde le reconnaît, et tous reconnaissent aussi la situation absolument terrible au niveau de la faim, donc les gens qui souffrent de la faim et qui meurent de faim. Voilà. Donc ça, c'est la première urgence, c'est alimentaire. Oui, la première urgence, elle est donc alimentaire. Donc cette aide alimentaire se met en place. Au début, ça a été lent, mais maintenant, elle se met en place, que ce soit par le gouvernement fédéral, que ce soit par les agences de l'ONU et d'autres ONG. Oui. L'Église catholique, dans ce sens-là aussi, est très présente. Monseigneur Médine, qui est l'évêque d'Adigrat, donc l'évêque catholique du Tigré, a lancé un appel au mois de janvier. Et cet appel donc, a été relayé par la conférence épiscopale éthiopienne, qui donc, a lancé un appel donc, à Caritas International. Et donc cette aide se met en place, aide donc, par l'Église catholique comme par les autres ONG. Alors justement, Monseigneur Médine, qui en ce temps de montée vers Pâques, appelle les chrétiens à prier pour que cessent les massacres. On l'écoute. There is no access yet to reach to communities through security problems in many places. This is a real journey of passion for us and for our communities in this region. It is also proper time to pray for God's mercy and wisdom, but also to directly feel the suffering our Lord has gone through for our salvation. Please pray for us that this war stops. People can breathe. People could breathe peace, and the massacre stops. And then we share the resurrection of Christ as our own resurrection after this extremely painful time we are living through. Voilà, précisons d'ailleurs qu'une délégation de la conférence épiscopale s'était rendue dans la région. Oui, elle s'est rendue donc, courant février, donc pour voir Monseigneur Médine, dont on a été sans nouvelles. Oui. Et vu qu'il n'y a pas de communication Internet, le téléphone marche très très mal, donc ils sont rendus. Puis après, d'autres congrégations sont lui aussi rendues visite. On est allé sur place. Quelle issue on peut essayer d'entrevoir ou quelle espérance possible face à ce conflit qui semble un peu hors de contrôle?
Le Premier ministre, quand il a été nommé en 2018, ça a été, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été vraiment, tout le monde parlait de miracle, hein, donc en disant que c'est un homme de pays qui arrive, et je crois qu'encore beaucoup de gens le pensent, hein, donc il y a ce problème au Tigré, mais je crois que quand même au sein de la population éthiopienne, il y a encore beaucoup de gens qui le pensent, et il y a ce problème au Tigré, il y a des problèmes également dans d'autres régions hein, d'Éthiopie. On n'a pas parlé du Bénéchangul-Gumuz, hein, qui est un État donc complètement à l'ouest, où il y a eu donc un certain nombre de combats entre des tribus Gumuz et des gens de l'Amhara. Il y a eu quand même quelques centaines de morts donc à la fin de l'année. Et là, par exemple, l'évêque de Bar-Dardessier, donc qui m'en parlait il y a 2 mois, donc pour lui c'est sa priorité également, c'est-à-dire de ramener la paix et d'aider ces gens-là. Donc c'est-à-dire qu'au sein de l'Éthiopie, il y a quand même un certain nombre de tensions donc ethniques. Et donc il faut donc il est nécessaire de retrouver, je veux dire, le chemin de la paix, de retrouver, donc d'avoir une vision commune sur le futur de l'Éthiopie. On a dit qu'il y a des visions différentes, hein. Certes, peut-être pas d'énormes différences, mais elles sont différentes, et il faut retrouver donc une vision commune. Et il faut aussi rassurer les jeunes. Bon, on n'en parle pas, c'est pas l'objet là, mais je veux dire, un des gros problèmes, c'est toute la jeunesse d'Éthiopie qui s'en va en Arabie Saoudite, qui s'en va en Afrique, parce que, je veux dire, elle ne voit pas d'espoir, elle ne voit pas de futur dans ce pays-là. Et c'est un réel problème, parce qu'elle est l'objet de toute une série de trafics. Donc il faut retrouver également une vision qui permette aux jeunes de voir un avenir. Dans leur propre pays. Merci beaucoup Benoît Karadjé, et je précise que pour les téléspectateurs qui veulent soutenir la mission de l'œuvre d'Orient en Éthiopie, vous pouvez le faire à travers le site sur vos écrans œuvre-orient.fr. Place tout de suite à quelques autres actualités dans le monde. Le pape déplore le terrorisme qui frappe le Niger. Dans l'audience générale du 24 mars, il est revenu sur la récente attaque par des hommes armés de villages dans la région de Taoua, vers la frontière malienne, dans laquelle 137 personnes ont été tuées. Le 15 mars, à quelques centaines de kilomètres à l'ouest, il y avait eu une autre attaque qui avait fait une 60aine de victimes. Joint par téléphone, Monseigneur Laurent Lompo, archevêque de Niamey, la capitale, nous exprime son désarroi. La terreur qui s'abat sur nous et depuis quelques années nous plonge dans une peur totale. Que nous soyons chrétiens comme musulmans, nous sommes tous désemparés. Nous sentons que ce n'est pas une cause interreligieuse. Il y a des causes peut-être qui sont externes que nous ignorons. Moi, en tant qu'évêque, devant une telle situation où nous avons des paroisses fermées, des paroisses dans lesquelles nous étions à côté de la population, que ce soit musulmane comme chrétienne, et que nous ne pouvons plus y accéder et que nos actions de développement sont quasi inexistantes, que dans ces localités où il y a la terreur, on ne peut plus aller à l'école, cela nous pose problème. Cela doit interroger la communauté internationale pour que la terreur cesse, que la Vierge Marie puisse nous aider, nous, en tant que chrétiens, à être aux côtés de ces personnes qui souffrent. Nous prions pour que le Seigneur touche aussi les cœurs de ceux qui posent cette terreur, afin que leur conversion les amène à poser les armes en vue de permettre à ce que les autres qui souffrent puissent retrouver la quiétude. Le cardinal Bo appelle les jeunes birmans à poursuivre la voie de la non-violence. Dans un message publié le 24 mars, l'archevêque de Rangoon souligne qu'une lutte armée éloignerait à long terme la majorité des partisans du mouvement qui perdraient tout soutien dans le pays, mais aussi de la communauté internationale. 12 cardinaux asiatiques ont également publié une déclaration en soutien au mouvement et pour la fin des violences en Birmanie. En Inde, le père Stan Swamy, maintenu en prison, en détention, le recours déposé début mars demandant sa libération sous caution a été rejeté. Ce jésuite de 83 ans a été arrêté en octobre dernier par les autorités indiennes pour des liens présumés avec des rebelles maoïstes. Le père Swamy a travaillé pendant des décennies pour la défense des droits forestiers des Adivasis, une communauté indigène du Jharkhand dans l'est de l'Inde.
En Bolivie, l'ancienne présidente par intérim Janine Áñez est en prison depuis le 12 mars aux côtés de 2 anciens ministres accusés d'un possible coup d'État et de terrorisme. Dans un message, la conférence épiscopale bolivienne a réclamé la remise en liberté immédiate des personnes arrêtées et Monseigneur Santelas, président de l'épiscopat bolivien, appelle à la réconciliation des Boliviens. José Rivera Fernandez, vice-président de l'association Voces Católicas, revient sur le sens de ce message. Hemos vivido nosotros en diferentes momentos, particularmente los últimos años, fuertes momentos de conflicto y de polarización política. Podemos decir gráficamente que la población boliviana está literalmente dividida, ¿no? Por visiones, sobre todo ideológicas. Esto le preocupa a la Iglesia, no solamente en la actual coyuntura política, sino a lo largo de las últimas décadas. Habla de la amenaza, por ejemplo, de un pensamiento único que también va contra la libertad de expresión. Entonces, la Iglesia habla de esa reconciliación, habla de construir un diálogo eficaz, un diálogo responsable sobre la base de los principios y valores fundamentales, ¿no? No puede haber una verdadera paz si no se establece una verdad histórica, si no se establece la libertad de expresión y el Estado de Derecho con todas las libertades constitutionnelles, ¿no? Como reconoce nuestra constitution politique de l'État. Et on termine cette édition avec cette information nous venant des États-Unis. L'épiscopat américain salue la décision de l'État de Virginie d'abroger la peine de mort comme un pas audacieux vers une culture de la vie. La Virginie deviendra le 23e État à abolir la peine capitale. L'épiscopat exhorte tous les autres États et le gouvernement fédéral à faire la même chose. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver notre émission sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. À jeudi prochain. Au revoir.